Bonjour à tous, bon midi. Bienvenue à ce Q&R du 31 août 2020, évidemment. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On est en compagnie aujourd'hui de, évidemment, notre ami Jean-Philippe Claude. Est-ce que Jean-Philippe, tu es là? Yes, sir! Salut! Excellent. Passez un beau week-end? Très beau week-end, comme toujours. Toujours profiter du soleil, comme toujours. Donc, on profite des derniers petits moments de l'été. Good. Passez un week-end intensif? Oui, aussi. Week-end intensif avec les gens. À chaque fois qu'on fait ça, c'est très intensif pour les gens qui débutent et qui reçoivent toute l'information. Très intensif également pour nous qui se tapons un beau 2 jours de formation. Donc, excellent, excellent. On a aussi notre invité spécial, Gilles Laferrière. Salut, Gilles. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Excellent, excellent. Donc, peut-être juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas assez rapidement, sommairement. Sommairement, j'ai fait mon coaching avec le club en 2008. J'ai acquis jusqu'à 150 logements que j'ai gérés pendant une dizaine d'années. J'ai vendu mon parc l'an dernier, mais avec le capital, maintenant, je fais du prêt privé. C'est assez rapide, ça. C'est excellent, ça. Investisseur immobilier à succès et très actif. Merci d'être là. Ça va être le fun là, de te voir pour la première fois avec nous. Comme si on répond aux questions du public. Donc, n'hésitez pas, les gens, si vous avez des questions, on va y répondre à tour de rôle ou on va se bonifier ça. On verra là, qui va répondre aux questions. Mais on a déjà une pour toi, Gilles. On passe ça rapidement. On a Loïc qui parle des techniques de mise en marché d'un logement pour louer au gros prix et rapidement. Je pense que c'est une question là, qui est très pertinente pour toi. Oui, effectivement. C'est certain qu'on veut le moins possible avoir de vacants dans nos immeubles. C'est pas très payant. Alors, évidemment, il faut que le logement soit attrayant. Ça, c'est la règle numéro 1, je pense. Il faut généralement là, nos logements soient peints, qui a été rénové, qui soient comme au goût du jour. La deuxième chose, c'est placer des annonces, que ce soit sur Kijiji. Tout est bon. Des bonnes annonces. Il faut placer des bonnes annonces avec de très bonnes photos pour aider à louer rapidement. Parfait. Excellent. On a eu juste un petit problème technique, Yvan. Oui, je t'ai reçu un petit appel, je pense, en même temps. Je pense que j'ai eu un petit problème technique. On m'a affiché aussi qu'on avait été déconnecté. Donc, j'espère qu'on est toujours connecté en ligne. Donc, je ne sais pas si c'était par rapport à ça, Yvan, la question, mais voilà. Donc, Yvan. Est-ce que Gilles, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends très bien. Je pense que c'est Yvan. Je pense qu'Yvan, il y a eu quelques petits problèmes de connexion. Est-ce que c'est possible, Yvan? Ah, attends, Yvan, c'est ma faute. C'est moi, je prends le blâme parce que quand tu as pris le téléphone, j'ai coupé le micro. Désolé, je prends le blâme, c'est ma faute. Les joies du live. Les joies du live, c'est le plaisir. Voilà. Il faudrait qu'on se fasse un genre de bloopers COVID live dans toutes ces affaires-là. Donc, ma faute. C'est la régie qui a fait l'erreur. Magali pourrait nous faire ça, là, prendre tous les petits bouts qui ont mal été et mettre ça ensemble. Voilà. Peut-être, on a oublié de mentionner aussi, Yvan, tu voulais faire un tirage, je pense, hein, aujourd'hui? Oui, mais justement avec Sandra pour voir si ça fonctionnait. Est-ce que vous voyez de votre côté qui partage? Qui fait des partages? Ça serait à vérifier. Donc, on va vérifier ça en régie. On va communiquer avec Sandra en même temps. Mais c'est effectivement, on a un nouveau livre de sortie, hein, co-écrit, Yvan et moi, donc sur l'optimisation de bâtiments. On vient de le recevoir, il est tout frais sorti du four, donc on serait content de vous le partager. Le lancement officiel, c'est le 8 septembre, mais comme vous êtes fidèle auditeur de nos lives ici, donc d'ici à la fin du live, on va faire tirer une copie du livre qui va être livrée chez vous. Donc, ça va nous faire plaisir juste pour nous encourager. Et de votre côté, votre travail pour pouvoir le faire, en fait, c'est tout simplement de partager le live actuel. Donc, partagez-le parmi vos contacts et on va faire tirer le livre parmi ça à la fin du live. Donc, Yvan, je pense sans oublier un autre tirage pour la formation du même titre. Donc, le titre du livre s'est transformé en opportunité des multilogements trop chers. Donc, on fait tirer un livre à 25 et une formation à 200 à la date qui vous convient. Dans le fond, il n'y a pas de date. Là, vous le prenez quand vous voulez. Donc, comme JP a dit, simplement partager. Partager le live. Excellent.
On avait une question qui nous a été posée durant la semaine sur la page du club qui est Pose ta question. On vous invite durant la semaine, là, pas présentement, mais d'aller poser vos questions et on va les choisir pour y répondre durant le live. On avait David Dubé. Il dit en prospection hors marché, comment vous déterminez le prix à offrir lors de l'offre d'achat initiale? Est-ce que vous demandez les revenus et dépenses, puis vous faites une offre par la suite, ou vous faites une offre puis vous renégociez à la baisse avec les chiffres? JP? Oui, en fait, ouais, la prospection hors marché, que ce soit hors marché ou en marché, en fait, là, David, là, pour répondre à ta question, c'est vraiment le prix que tu veux payer. Là. Donc, c'est pas. Souvent, les gens, justement, on parlait de fin de semaine intensive dans IMO 101 ou dans le Blitz créatif, là, les 2 jours. On nous demande souvent, c'est quoi le truc, Jean-Philippe? Est-ce que j'offre 10% en bas, 15% en bas, 20% en bas? Encore une fois, que ce soit en marché ou pas en marché, ça n'a pas vraiment d'impact. En fait, ce que vous devez savoir, c'est vous, le prix que vous voulez payer pour le bâtiment. Donc, vous faites vos calculs. Donc, on parlait de livres, là, comment transformer en des multilogements trop chers en opportunités. C'est ce genre de choses-là qu'on fait. Donc, on fait nos calculs d'optimisation, on fait nos calculs de valeur actuelle aussi. Donc, on essaie évidemment d'avoir un profil achat en plus d'un potentiel. Et c'est le prix qu'on va payer. Il n'y a pas vraiment de règle parce que ça va arriver des fois, il va y avoir une surenchère quand les courtiers vont lancer les blocs à très bas prix là, sur Centris. Donc, ça va être très actif. Si le listing, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, il y a plus de flexibilité. Donc, évidemment, vous pourriez offrir plus bas, mais moi, je pense que je redescends ça vraiment à combien tu veux payer. C'est ça le prix que tu devrais offrir. Ensuite, tu as plusieurs stratégies. Tu peux offrir un peu plus haut, baisser à l'inspection. Ce genre de stratégie-là, où y aller direct et dire, bon, on n'aura pas de baisse de prix par la suite. Donc là, c'est propre à vous au niveau de ces techniques-là, mais il n'y a pas vraiment je voyais que la deuxième section de la question, c'était ça, la renégo. Oui, dépendant des scénarios, oui, tu peux arriver avec une offre en inspection et renégocier, ou parfois, des fois, tu vas arriver avec l'offre, tu te dis, regarde, j'ai visité le bâtiment, pas besoin de faire une renégo, je vais quand même inspecter, c'est important, mais je ne ferai pas de renégo, donc il pourrait avoir cette stratégie-là aussi, mais oui, généralement, la plupart du temps, il y a une renégociation. Je ne sais pas si, messieurs, vous vouliez bonifier sur... Je vais bonifier sur le premier segment, là, parce que la question de David était vraiment hors marché. Fait que c'est sûr que si tu veux offrir quelque chose, ça te prend initialement un minimum d'informations. Et oui, tu peux demander les revenus aux vendeurs et peut-être y aller de façon simplifiée en lui demandant qui paye le chauffage. Est-ce que c'est les locataires ou le propriétaire? Et dépendamment de la réponse, tu vas évidemment ajuster ton prix, là, ton prix à offrir. Donc, si c'est le propriétaire qui paye le chauffage, c'est pas la même chose, évidemment, que si c'est les locataires. Et peut-être que tu peux prendre en note, David, ou en compte que si c'est les locataires qui payent le chauffage, tu peux enlever entre 35 et 40 des revenus pour obtenir ton multiplicateur de ton revenu net, dans le fond, et te baser là-dessus pour offrir un premier prix que tu pourras ajuster par la suite si jamais il y a plus de dépenses que prévu ou moins de dépenses. Donc, j'irai avec une première approche comme ça, en ayant les chiffres du vendeur, les chiffres très, très sommaires. OK? Gilles, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, la seule chose, moi, que je verrais c'est, étant donné que c'est hors marché, puis tu as comme zéro information, puis l'immeuble t'intéresse, si tu es en bas du 6plex ou 5plex, disons, là, tu peux y aller quand même pas mal avec les comparables puis essayer d'offrir au moins un prix de départ sans nécessairement avoir d'informations si tu penses qu'il risque d'y avoir de la surenchère puis que l'immeuble n'est pas nécessairement connu puis il n'est pas sur MLS. Mais aussitôt que tu arrives dans des immeubles plus hauts, il va falloir que tu demandes au propriétaire d'avoir un minimum de chiffres là, pour être capable de faire une offre qui est censée. Excellent. C'est un bon point pour les petits immeubles. On y voit qu'il est comparable seulement. Merci, Gilles. On a Olivier Brisebois, Jean-Philippe, qui pose une question. Je pense que tu avais une petite idée là, de ce que tu voulais faire avec comme exercice. La question est, j'aimerais savoir comment on détermine ou on trouve le MRN moyen pour un secteur donné. Dans mon cas, je suis dans la région de Granby. C'est une question qui revient souvent, ça.
Une des questions, voilà, une des questions les plus posées, merci. Une des questions les plus posées qu'on reçoit souvent dans la fin de semaine intensive, là, c'est ça. On dit on évalue souvent les bâtiments. Là, quand on parle de 6 logements et plus, on les évalue beaucoup avec les multiplicateurs de revenus nets. Donc, on regarde les revenus du bâtiment, les dépenses, et on obtient les revenus nets. Et le bâtiment se vend un multiplicateur. Donc, on a un nombre de fois ces revenus nets-là. Et ce calcul-là, il peut être trouvé un peu partout de façon générale. Donc, on pense au rapport de Patrice Ménard là, qui font un travail de moine là, à éplucher toutes les transactions dans le 6 logements et plus pour aller essayer de chercher les MRN des différentes régions. Donc, par exemple, Granby-Bourmont, pour aller chercher une idée du MRN. Par contre, c'est une idée générale. Si je peux me permettre le parallèle avec les voitures, là, que j'aime bien faire, c'est comme si on disait, une Toyota Camry 2015, elle devrait être vendue 9 500 $. Mettons, je vous donne un chiffre comme ça. Est-ce que chaque voiture va se vendre 9 500 $? Pas nécessairement. Il y en a en meilleur état, il y en a en moins bons états. Il y en a dans lesquels on pourrait ajouter un peu de potentiel. Là. Si on revient aux immeubles, là, on pourrait ajouter du potentiel au bâtiment. Donc, c'est difficile à jauger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des comparables vendus et on fait notre propre étude. Donc, on demande au courtier, en tant que je dis souvent en tant que pauvre moldu, là, en n'ayant pas accès derrière Centris, on ne peut pas voir les vendus. Donc, c'est les courtiers ou un adjoint ou une adjointe d'un courtier va avoir accès à Matrix qui est derrière et donc, eux, ils ont accès au prix vendu. Et donc, d'essayer de faire un partenariat avec un courtier pour obtenir les vendus ou un partenariat de recherche avec lui ou que ça soit encore le courtier inscripteur de demander les comparables vendus, d'essayer de demander tous les comparables. Je veux juste vous montrer rapidement, on est dans un live, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont sur leur téléphone, ça va être petit. Le but ici est vraiment juste de vous montrer la rapidité que ça prend là, pour sortir des comparables. Donc, je vous donne un exemple. Je vais sortir, par exemple, des comparables à Montréal, à La Salle. Vous allez voir, là, calculer, ça va prendre environ 15-20 secondes. Les comparables vendus vont être sortis. Donc, n'ayez pas peur. Donc, je vous montre ça à l'instant. Je suis chanceux, j'ai accès à ce système. Donc, en étant l'adjoint d'un courtier moi-même, j'ai accès à ça. Je vais juste retirer ça ici. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, on fait juste une recherche pour des propriétaires revenus. Encore là, le but, c'est pas de vous montrer comment, c'est de vous montrer comment rapide le système est. Donc, Montréal, par exemple, je vous avais dit La Salle, et je veux les comparables vendus depuis le début de l'année, donc 2020, tout ce qui est supérieur à 2020, comme ça ici. Et bon, mon Dieu, j'ai 55 résultats. Si je vais 6 unités et plus à La Salle, j'ai 3 résultats. Donc, je vais ici. Et voici les 3 comparables vendus à La Salle depuis le début de l'année, qui est 6 logements et plus. Puis ensuite, le courtier, tout ce qu'il y a à faire, il faut cliquer ici, courriel, pouf, c'est envoyé dans votre boîte de réception. Donc, je ne sais pas si vous avez chronométré à la maison, là, combien de temps ça prend à faire ça. Donc, ne soyez pas gênés. C'est une belle collaboration qu'on peut obtenir là, avec les courtiers, puis on obtient des vendus. Une fois qu'on a obtenu les vendus, qu'est-ce qu'on fait? On vient les analyser, donc on vient les cruncher, ces buildings-là, et on vient avoir une idée. On va développer une idée du marché, puis on va développer aussi une idée du MRN. On dit dans les coachings, là, vous devriez en faire au moins 20, 25 là, pour vous donner une idée de pourquoi ça a été vendu tel prix, pourquoi tel MRN, pourquoi l'investisseur fait tel type de transaction, le prix demandé versus le prix payé. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à aller regarder. Donc, voilà pour la petite démo, Yvan. Donc, de retour à toi sur la passerelle. Merci. Excellent. On a une question pour toi, Gilles. Je vais occuper un peu sur ce lunch immobilier. On a Ken qui dit qu'il aimerait savoir quelles sont les recommandations pour intégrer le Wi-Fi dans un 5 logements. Comme 102 volets, la question. Il y a présentement un logement vacant. Je pense installer le Wi-Fi avant que le nouveau locataire s'installe. Mais qu'en est-il des 4 autres locataires? On modifie le bail en cours? OK. Tu ne peux pas modifier le bail en cours. Le seul temps de l'année où tu peux modifier les baux, c'est vraiment au moment de la reconduction. Alors, quand tu envoies ta lettre de reconduction de bail, s'il y a des nouvelles règles, si tu veux enlever le chauffage ou intégrer quoi que ce soit de nouveau, c'est seulement au moment de la lettre de reconduction, au moment du renouvellement du bail. Puis à ce moment-là, ça va rentrer en fonction au début du bail pour la prochaine année. Alors, c'est le seul moment dans l'année où tu peux le faire. Je te dis pas que c'est impossible à faire si tu as une entente puis tous tes locataires sont contents puis personne ne s'objecte. Il n'y a rien qui t'empêche de
de le faire, mais à ce moment-là, fais un contrat à part pour avoir jusqu'au renouvellement du bail. Alors, ça va dépendre de comment tes locataires sont réceptifs là, à cette nouvelle offre de service-là. Là. Excellent. JP, as-tu quoi à bonifier là-dessus, toi qui aimes le Wi-Fi? On aime tout. Ben ouais, on aime le Wi-Fi. Peut-être juste donner une bonification que c'est un très bel échange contre l'énergie. Hein, le Wi-Fi, donc faites juste garder ça en tête. Là, donc, quand vous faites une conversion énergétique, là, donc ça fait un très bel échange d'échanger un Wi-Fi gratuit, du moins, là, pour l'instant, pour ce locataire-là, contre une facture d'énergie. Ça fait toujours une bonne monnaie d'échange. Et pour être honnête, il n'y a aucune raison pourquoi vous ne devriez pas installer le Wi-Fi dans vos bâtiments. En plus, les compagnies qui installent ces réseaux-là, ils fournissent le service technique. Donc, l'installation, généralement, est payée en 1 an. La valeur du bloc augmente. Donc, il n'y a absolument aucune raison pourquoi on n'installerait pas le Wi-Fi dans les bâtiments. Donc, ce serait ça mon petit bonus. Excellent. Merci, merci. Stéphanie qui nous pose sa question. C'est la dernière question qu'on va traiter là, dans la pose sa question. Après, on va y aller avec les questions qui ont été posées live. Stéphanie nous dit un petit coucou. Elle voulait savoir, son conjoint est colombien et résident permanent. Est-ce qu'il faut qu'il fasse sa citoyenneté canadienne pour acheter un multiplex, JP? OK, sous toute réserve, là, j'ai pas toutes les réponses à tout ça, mais pour avoir eu longtemps une conjointe française, donc on a passé à travers tout ce processus-là. La résidence permanente, en fait, elle vous donne tous les droits à l'exception du vote et du passeport. Donc, il n'y a pas de problème avec vous pouvez rester résident permanent à vie. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, normalement, sous toute réserve encore, on n'est pas avocat en droit d'immigration, mais normalement, un résident permanent, tous les droits sauf le vote et le passeport. Donc, vous êtes citoyen presque à part entière là, pour l'achat, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. De retour à toi, Yvan, sur la passerelle. Yes, je ne sais pas si les gens, ça va bien dans le partage, si vous partagez le live dans le but de gagner le livre et ou la formation. La formation transformée en opportunité des multi-logements trop chers. Donc, on vous invite à le faire. On a Mathieu Brassard. Si nous faisons un flip avec rénovation majeure, est-ce qu'il faut obtenir une licence RBQ? En passant, Mathieu, que ce soit majeur ou non, quand tu fais des travaux dans un flip, ça te prend ta licence d'entrepreneur. Donc, oui, ça prend ta licence. Ou bien, un partenaire qui a sa licence, est-ce que ça fait l'affaire? Oui, mais il faudrait qu'il détienne 50% des parts du projet. Là. Donc, on garde en tête que ça prend la licence très important. Même si c'est un petit flip maquillage, ça prend la licence d'entrepreneur. Dans une propriété que tu n'habites pas, évidemment. Si c'est une propriété que tu habites, là, c'est d'autres choses. Mais si tu n'habites pas la propriété, ça prend la licence. Et le partenaire, il pourrait avoir sa licence, comme j'ai dit tantôt, en autant qu'il y ait 50% des parts. Les droits de vote. OK? Pas juste des parts participatives. Une autre question rapide pendant que tu répondais, Yvan. Qu'est-ce qu'une hypothèque collatérale? Je pense que ce serait peut-être une question pour notre invité, pas trop compliqué. Hélène à répondre. Gilles, est-ce que tu veux te lancer? OK. Écoute, moi, j'en ai jamais utilisé des hypothèques collatérales, donc sous toute réserve, ma réponse, c'est que tu vas avoir d'autres immeubles à donner en garantie. Sur lesquels la banque va pouvoir s'appuyer. Est-ce que ça ressemble à ça? JP? Oui, je suis de retour. Je suis juste allé chercher. Excusez-moi, je suis allé courir, je suis allé chercher ça ici. Donc, je suis allé dans la cuisine, je suis allé chercher le livre parce qu'on disait qu'il y avait juste 6 partages pour l'instant. Donc, voilà. Donc, le beau petit livre, je vais juste l'agrandir ici. Le beau petit livre qui va être attiré, si je retire la question ici. Donc, le beau petit livre qui va être attiré à la fin du live. Donc, si vous partagez, on vous envoie cette copie-là. On va essayer de la dédicacer, Yvan ou moi, ou du moins un de nous deux. On va essayer de la dédicacer, un bel ouvrage de 250 et quelques pages sur l'optimisation de bâtiments, gratuitement, si vous partagez le live. Donc, voilà, désolé, j'ai couru. Je pensais avoir le temps d'aller chercher le livre. Donc, de retour. Mon Dieu, c'est un midi à bloopers aujourd'hui. On n'est pas prêt. Donc, de retour à toi, Yvan. Good. Puis moi, j'étais avec Sandra. On a fait de trouver le moyen de voir les partages
qui a partagé? On sait qu'il y en a eu 6, mais qui a partagé, c'est notre histoire. Fait que si jamais ça ne fonctionne pas pour une raison X, peut-être juste l'écrire en commentaire. Si vous l'avez fait, vous avez fait le partage, juste pour être sûr qu'on vous calcule bien là, dans le tirage. Peut-être juste l'écrire en commentaire. OK, Voilà. bonne idée, bonne idée. Marc Auclair, pour la construction d'un chalet locatif, quelle serait la meilleure façon de déterminer le nombre de chambres en fonction des coûts de construction? Moi, je n'ai jamais fait de chalet locatif pour ma part. J'aurais tendance à dire, il faut que je regarde c'est quoi la demande du secteur, tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme autre demande dans le secteur, tu sais, la compétition est où? Tu sais, les compétitions, tu sais, à une chambre, à 2 chambres, à 4 chambres. J'aurais tendance à aller avec ça comme réponse. Sinon, est-ce que les gens. Je peux peut-être bonifier, Yvan, sans avoir nécessairement la construction neuve, Marc, sans avoir la construction neuve, ce que tu peux aller faire, il y a un site qui s'appelle AirDNA, donc DNA, là, on peut peut-être l'écrire dans le chat aussi. Donc, AirDNA va pouvoir te donner les statistiques de location dans ton secteur et en fonction de la taille des occupations, donc en chambre, une chambre, 2 chambres, 3 chambres, le type de chalet, le loyer moyen, pas le loyer moyen, mais plutôt la nuit moyenne, là, si on est en court terme, la nuit moyenne, la vacance également va être disponible. Donc, toute cette info-là, c'est payant. En fait, il y a de l'info gratuite, mais si tu veux pousser plus loin, c'est payant par secteur et tu peux même avoir une analyse. Donc, tu peux dire, bon, ben, elle va être localisée là, elle va avoir 3 chambres et il va te donner, là, il appelle le rentalizer, où est-ce qu'ils vont te donner une approximation du court terme, combien tu pourrais louer, Marc. Donc, ça pourrait peut-être t'aider à savoir combien de chambres ajouter à ton bâtiment ou à ton chalet. De retour à toi, Yvan. Est-ce que Gilles, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, pas vraiment. Je pense que c'est pas mal complet. J'ai appris des choses. C'est le fun. Good. Guillaume, j'ai fait des offres d'achat. Elle est pour toi, celle-là. J'ai fait des offres d'achat sur des 6plex qui se sont tous soldés par des surenchères de l'ordre de 2 à 10 % au-dessus de la valeur économique. Vous dites souvent que le meilleur moment pour commencer à investir est maintenant, mais avec la situation actuelle, est-il encore préférable d'attendre? Non, c'est toujours le bon moment parce que des bonnes occasions d'affaires, il y en aura toujours. C'est sûr que le marché actuel, il y a vraiment une surenchère. C'est normal parce que les taux d'intérêt sont très bas, ce qui fait que la valeur des immeubles augmente parce que la capacité d'emprunt est plus grande. Mais ça reste que tu ne seras jamais un vendeur. C'est sûr, quand les immeubles arrivent sur le marché, là, il demande de gros prix. Mais si ça fait un bout de temps qu'il est déjà listé puis qu'il ne se vend pas, ben peut-être que le vendeur est motivé. Puis il y a personne qui connaît la motivation du vendeur tant que tu n'as pas fait ton offre. L'idée, c'est qu'il faut que tu effaces tes offres d'achat. C'est là que tu vas voir. S'il y a une surenchère, on passe au prochain. Si ce n'était pas intéressant ou si on ne veut pas aller plus haut que la surenchère actuelle. Mais sinon, fais des offres. À un moment donné, tu vas tomber sur un vendeur qui est vraiment motivé puis qui est prêt à négocier son prix. Parce que souvent, l'agent ne sera même pas au courant que le vendeur est motivé. Il n'en a pas parlé à personne, puis il peut avoir des raisons personnelles, que ce soit de maladie, que ce soit de divorce, que ce soit un changement d'emploi, un revers de fortune, peu importe. Il ne s'est pas écrit, là. Tant que tu n'as pas fait ton offre puis que tu n'as pas reçu une réponse, si elle est négative, mais s'il y a déjà une contre-offre, ça veut dire que le terrain, il y a une ouverture à vouloir négocier. C'est à partir de ce moment-là qu'on va tomber sur des bonnes occasions d'affaires. Très bon point. Puis si tu permets que je rajoute, Gilles, un commentaire qui est un classique, mais on se permet de le dire, c'est que c'est pas toujours avec courtier aussi qu'on trouve des immeubles. Hein? Tout le monde se rue sur les courtiers. Selon la statistique de PMML, les 6 logements et plus, il y a 34 % des ventes dans ces eaux-là. Ça peut varier d'année en année, là, mais 34 % des ventes qui sont faites dans le réseau public. Donc, dans Centris, il reste 66 % qui n'est pas affiché. Donc, s'il vous plaît, essayez de prospecter hors marché, très important. Et là, il va y avoir moins de surenchères parce que, ou peut-être même pas de surenchères. Dans certains cas, vous êtes toute seule avec le vendeur, puis des fois, il n'est même pas en vente. Donc, s'il vous plaît, ne vous fiez pas uniquement au courtier pour trouver des belles transactions. Je sais qu'on le dit souvent, mais on le répète pour que ça rentre mieux. JP,
Jean-François Thériault nous pose une question. Si j'ajoute l'Internet à 40 $ par mois lors du renouvellement, est-ce que le locataire est obligé d'accepter cette addition? Je ne sais pas si Gilles, tu veux le faire ou je le fais. Je te laisse la politesse. Non, vas-y, Jean-Philippe, tu es plus habitué que moi dans le Wi-Fi. Parfait. Donc, il y a eu quelques tergiversations à propos de ce sujet. Les amis chez Wi-Fi Plex ont fait une étude de jurisprudence, en fait. Donc, non, ils ne sont pas obligés d'accepter, sauf que tu ajoutes un service à l'immeuble qui est pour tout le monde. Donc, vous avez le droit, en fait, de charger quand même un certain frais d'installation. Donc, si jamais ils ne prennent pas le 40 $ par mois, le service est installé pour le bâtiment et donc, ils vont devoir payer sur ce service-là, même s'ils ne l'utilisent pas. Évidemment, ce n'est pas 40 $. Wi-Fi Plex en jurisprudence parlait de 20. Donc là, à voir, ça va évoluer évidemment. Là, c'est tout nouveau, ça évolue. Mais effectivement, ils vont devoir payer un frais par mois qui va s'ajouter à leur montant. Donc, soit ils acceptent le Wi-Fi ou il y a un petit montant qui vient s'ajouter à leur loyer parce que vous avez installé un service pour le bâtiment. Mais je vous dirais que c'est assez bien reçu, règle générale. Là. Donc, c'est des Wi-Fi quand même assez haute vitesse, haute capacité, pour généralement moins cher. Donc, tout le monde y trouve son compte. Vraiment, là, on a une belle augmentation de valeur. Tu sais, on fait un petit calcul rapide juste pour le plaisir. J'adore faire ce calcul-là. Tu sais, 40 $ par mois, peut-être que si on divise la ligne, vous avez peut-être 10 $ de frais. Donc, 40 $ par mois de plus, vous avez peut-être 10 $ de frais qui vient s'ajouter. Vous êtes plus 30 $ par mois. 30 $ x 12, on parle ici de 360 $ de plus à la fin de l'année. Il n'y a pas vraiment vous ne payez pas plus de taxes, vous ne payez pas plus vraiment d'énergie à tout ça. Donc, c'est vraiment 360 $ net. Donc, si vous êtes dans la région, vous êtes dans une région, dans un grand centre, si on parle d'un multiplicateur net de 20, ben c'est 20 fois 360. Là, donc, on parle de, aidez-moi dans mon calcul, là, je parle en même temps, autour de 7 000 $, grosso modo. Pardon, Gilles? 7 200. 7200, merci. En même temps que je parle, c'est dur de faire le calcul mental. Donc, on a une plus-value de 7200 et ça, c'est seulement pour un appartement. Imaginez si vous en avez 10, vous avez une plus-value de 72 000 $ sur votre bâtiment. Donc, 10 logements qui viennent s'ajouter. Donc, pour une installation qui en coûte, pour 10 logements, c'est environ comme 3 à 5 000 $ dans cette braquette-là. Donc, ça vaut la peine. Allez-y. Donc, ça répondait à la question, j'espère, Jean-François. Excellent. Kofi t'a posé une question, là, je t'ai répondu. Tu vas savoir le sujet du dernier cours de coaching. Il faudrait qu'on sache dans quel groupe que tu es parce que on a 350 personnes présentement dans le coaching. Fait que la mémoire fait défaut de savoir dans quel groupe que tu es. On vous rappelle, il est rendu quelle heure, là? On est 12h30. On vous rappelle qu'on fait tirer un beau petit livre et une formation. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déterminé c'est quoi la formation, Yvan? La formation s'est transformée en opportunité trop cher. Donc, ça va avec le livre. Donc, voilà, je le remonte à l'écran pour ceux qui se joignent à nous, là, si je le place devant l'écran. Donc, on a un beau petit livre ici dans lequel on vient de recevoir. Il est encore chaud, il sent encore l'édition. Donc, tout frais, il va être lancé le 8 septembre en ligne. Et j'en profite pour le dire, il va y avoir les gens de Diplex. Patrice Ménard, ça devrait être confirmé du super. Il va se joindre à nous également pour faire une mise à jour de l'été. Donc, est-ce que le marché immobilier a ralenti, a accéléré pendant l'été dans le 6 logements et plus? À voir, même chose pour les loyers. Donc, on va faire une petite mise à jour sur le marché immobilier à Montréal et évidemment ailleurs au Québec. On est en ligne. Donc, on va faire une mise à jour sur le marché et vous allez pouvoir avoir un petit spécial également pour le livre si vous vous assistez à cette soirée-là, 8 septembre, 19h en ligne. Donc voilà, encore une fois, c'était l'infopub. Je devrais être pas mal, hein? Je devrais vendre des chamois ou quelque chose comme ça. Hein? Achetez un livre, prenez-en un autre, deuxième gratuitement, faites juste payer les frais de manutention. Good. David, le calcul du cap rate d'un immeuble serait le prix maximum à payer. David, si tu payes le cap rate des immeubles vendus, c'est que tu vas payer le même prix que tous les autres qui payent actuellement. Fait qu'idéalement, ça serait de payer un cap rate un petit peu plus élevé, donc avoir un profit à l'achat. Parce que si tu payes la même chose que les autres, tu n'as pas de profit. À moins que tu aies vraiment un beau potentiel à exploiter rapidement, tu pourrais peut-être y aller avec le prix du marché. Évidemment, ça va impliquer que tu vas mettre la mise de fonds requise et ça te prendrait un potentiel à exploiter rapidement, là, pas dans 4 ans. Là,
quelque chose qui se fait très rapidement. Peut-être tu peux y aller avec le cap rate du marché dans ce cas-là. Gilles, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup quand on paye un cap rate plus élevé, c'est qu'on est en train de payer un prix plus bas que l'évaluation de la banque. Et s'il y a déjà, pour moi, c'est un beau cadeau parce que tu as déjà de l'argent en banque pour ton prochain refinancement. Tu as déjà de l'argent qui dort en équité, tu as déjà une partie de ton travail qui est fait au lieu de donner, dans le fond, cet argent-là en surplus aux vendeurs. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup payer avec un cap rate plus élevé. Ouais, Gilles, qui a eu 170 portes, je pense que tu n'as jamais payé au-dessus de quelque chose comme 15 fois le net. Oui, ça, c'était ma limite. 15 fois le net. Je n'ai jamais payé plus. J'ai payé jusqu'à 13 fois. 13 fois le net qui a été mon meilleur achat. C'est sûr qu'à Montréal, dans les temps qui courent, extrêmement difficile à trouver. Là. On ne se le cache pas. À Longueuil, peut-être que c'est un petit peu plus facile, là, mais Montréal, 15 fois le net, très, très dur à trouver. C'est sûr qu'on cherche à l'exception. On est d'accord là-dessus. On veut faire un profil d'achat. On cherche de quoi d'exceptionnel. Mettons que 17-18 fois, ça serait un super target. Mais c'est sûr qu'à 13 fois ou 15 fois le net, tu as de l'ouvrage, là. Ça ne sera pas l'immeuble parfait. Hein? On s'entend qu'on achète souvent des immeubles à problème, qui ont une mauvaise gestion, une mauvaise qualité de locataire, qui est peut-être plus ou moins en bon état aussi au niveau de la structure du bâtiment. Ça fait qu'il faut s'attendre quand même à travailler pas mal. Mais si tu es fait assez fort pour passer à travers la partie déplaisante de faire le ménage des locataires, ça vaut la peine. Là. C'est un bon point que tu amènes, Gilles, comme solutionneur de problèmes. Parce que souvent, les gens, pas souvent, ça arrive à l'occasion que les gens nous disent en coaching ou dans les soirées mensuelles et tout ça. Si jamais tu vois quelque chose, c'est un bon immeuble, là, bien localisé, avec des bons locataires, en bon état, avec des bons revenus, tu me feras signe. Mais là, ça va dur d'avoir un deal quand que tout est parfait. Là, fait qu'il faut peut-être chercher des problèmes et avoir des solutions à ces problèmes-là. S'il n'y a rien à faire sur un immeuble, c'est parce qu'il n'y a pas de potentiel. Ça veut dire que le potentiel a déjà été atteint. Ça, fait que ça peut être le fun si toi, tu as un travail à temps plein et que tu veux pas faire une vie d'investisseur immobilier à temps plein, mais tu as autre chose puis que tu veux pas de problème. Tu veux acheter un immeuble qui va faire ton argent sur les 25 prochaines années, petit train va loin. Mais si tu veux être optimiser puis gagner ta vie à faire de l'immobilier, c'est sûr qu'il faut que tu recherches des bons deals avec des immeubles qui ont énormément de potentiel. Excellent. JP, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus avant la prochaine question? Non, pas vraiment. Ben, effectivement, c'est ça, on recherche, on peut tout le temps jouer des deux côtés de la balance. Hein. On cherche le profil achat, comme on disait, ou on paye. On essaie toujours d'aller chercher un profil achat, mais on va chercher un potentiel. Voilà. D'ailleurs, on fait une pub en même temps. Gilles, qui a été mon prêteur privé et qui est mon prêteur privé actuellement dans un des projets, justement avec un fort potentiel. Donc, d'ailleurs, Gilles, en attendant que les gens posent des questions, les gens sont gênés. Je pense que les gens sont concentrés sur le partage. Les gens ne posent pas beaucoup de questions. En attendant que les gens posent des questions, Gilles, durant l'été, comment ça a été le prêt privé? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour au niveau du prêt privé? Est-ce que tu as vu certaines tendances, des non-paiements, des gens plus serrés? Comment ça s'est passé durant l'été? C'est sûr que quand on prête, on fait très attention à la qualité de l'emprunteur et à la qualité du projet. Là. Donc, on ne veut pas justement se ramasser avec des problèmes. C'est qu'on n'en a pas eu. C'est sûr, au début du COVID, on était un petit peu nerveux. Fait qu'on a appelé nos emprunteurs pour s'assurer que tout allait bien et qu'il n'y aurait pas de problème. Puis, effectivement, quand les gens sont quand même solides, bien organisés, ils ont les bons projets, c'est pas un problème. Donc, on n'a jamais eu de défaut de paiement. Au contraire, le problème qu'on a, c'est un manque de capital. En tout cas, moi, dans la société en commandite que j'ai, il n'y a plus de capital à prêter. Pour le moment, c'est sûr que les prêts vont revenir. C'est généralement des prêts à court terme. Là, on appelle ça des prêts relais, dans le fond. C'est 4 à 6 mois. Ça peut s'étirer. Il y a des gens qui vont jusqu'à 1 an, mais c'est sûr qu'on ne fera pas des hypothèques de 5 ans avec des taux d'intérêt de prêteurs privés. Là. Effectivement. Merci pour cette petite mise à jour-là. Je vois que là, tranquillement, ça se déjeune un petit peu. Il y avait Loïc qui avait une question. Il y avait Maxime aussi qui avait une question.
Bon, on ne les voit pas, on a trop de commentaires, je ne pourrais pas l'afficher, mais il demandait, Maxime, si les liens pour les Wi-Fi, en fait, il y a 2 compagnies qui œuvrent là-dedans pas mal au Québec, du moins de ce que je connais. Wi-Fi Plex, c'est Duo-Câble. Donc, je peux peut-être les écrire dans les commentaires. Wi-Fi Plex ou Duo-Câble sont les 2 compagnies qui offrent le service d'installation de Wi-Fi dans les bâtiments. Donc, très clé en main. Encore une fois, je le répète, il n'y a aucune raison pourquoi on n'installerait pas ça dans un logement. Donc, de retour à toi, Yvan, il y avait Loïc qui avait une question. Loïc, c'est la même question qu'au début, là. On a répondu. Gilles a répondu à ça. Peut-être que tu as manqué le début du live, Loïc. Tu peux le réécouter sans problème sur Facebook et le repartager aussi par la suite. Caroline. Si tu veux, je peux en rajouter un petit peu sur ce que j'ai dit tantôt, parce que c'était assez court, parce que j'ai vu comme un timer, puis je pensais qu'il fallait que je finisse ma question rapidement. Juste pour Loïc, je disais qu'il faut faire de bonnes annonces, utiliser les réseaux sociaux au maximum, avoir une page qui représente ton immeuble dans laquelle tu vas garder ça actif, puis de la vidéo. Faire de la photo, c'est très, très bon. Il faut que les photos soient excellentes, c'est très important. Il faut que ça donne. Les gens là, achètent un logement, dans le fond. Ils prennent leur décision à 90% sur ta mise en marché, dans le fond, sur les annonces que tu vas avoir fait, le texte et les photos, la qualité des photos. Fait qu'il faut mettre en valeur le logement. Puis si tu peux faire de la vidéo, c'est encore mieux. Vidéo a 100 fois plus d'impact qu'une photo. Fait qu'il y a une vidéo avec idéalement comment ça s'appelle? En tout cas, quelque chose qui fait que ta caméra ne bougera pas comme ça, là, tout le long. Ça se vend sur Amazon, là, de façon à avoir quelque chose qui est fluide, mais de la vidéo, ça fonctionne vraiment très, très bien aussi. Là. Un stabilisateur, Gilles. Stabilisateur, voilà. Monsieur Caméra avait un blanc. Caroline, tu as envoyé ta question hier. Bizarrement, on ne l'a pas reçue. Désolé. Je peux te la poser ici un petit peu plus bas. Il y a Mathieu Brassard qui disait, pour des projets de flip de 3 à 6 mois, est-ce que nous devons automatiquement utiliser les prêteurs privés ou bien des produits hypothécaires? Non, tu n'es pas obligé de prendre nécessairement un prêteur privé de façon systématique. Tu peux y aller avec un prêt à taux variable. Moi, que j'aime bien, donc un prêt peut-être 5 ans à taux variable, tu vas avoir, dans ce cas-là, en général, 3 mois de pénalité, 3 mois d'intérêt en pénalité. Donc, c'est très raisonnable en matière de flip de payer 3 mois d'intérêt de pénalité avec ce genre de produit-là. Sinon, tu peux y aller avec un prêt ouvert, mais ça va ouvrir une porte à un paquet de questions de la banque. Tu sais, pourquoi tu vas acheter une maison via une compagnie avec un prêt ouvert? Ils vont te voir venir gros comme ça, ils vont dire, oups, en train de faire un flip, ils ne veulent pas nécessairement prêter sur des flips parce qu'ils ne font pas d'argent avec vous à court terme. Donc, voilà, le prêt à taux variable, tant qu'à moi, est très intéressant et raisonnable. Il y avait peut-être cette question-là qu'on pourrait lancer à Gilles, Yvan. Donc, quels sont vos conseils pour aborder le propriétaire d'une propriété expirée? Je ne sais pas, Gilles, si tu avais quelques conseils, sinon Yvan, pour aborder un propriétaire avec une propriété expirée, donc expirée de listing. Je ne sais pas si Gilles, tu avais des conseils à partager. Ben, c'est sûr que si un propriétaire, sa propriété la vente de sa propriété, c'est déjà expiré. Probablement que les premières questions que je poserais, ce serait, êtes-vous toujours intéressé à vendre votre immeuble? Puis pourquoi il y a peut-être une bonne raison, il n'a peut-être pas eu son prix, puis tout ça. Fait que s'il n'est pas flexible sur le prix, bon, ça va peut-être être moins intéressant de continuer la conversation, mais il y a sûrement, bon, peut-être que l'agent n'est pas bon, ou il a décidé que ça faisait plus son affaire. Fait que là, il faut juste poser les questions pour s'assurer qu'on n'est pas en train de perdre notre temps, mais de l'autre côté, voir c'est quoi les motivations. Parce que dans une négociation avec un vendeur, il faut toujours essayer de comprendre c'est quoi sa motivation profonde à vendre. Des fois, c'est pas toujours sur le prix, ça peut être sur les délais, ça peut être sur les conditions, ça peut être sur un paquet de choses qui n'est pas nécessairement le prix. Alors, il faut essayer de creuser, de poser les bonnes questions pour essayer de savoir c'est quoi la motivation, pourquoi il vend, pourquoi il veut vendre sa propriété, et puis qu'est-ce qu'il attend, y a-t-il un autre projet qui s'en vient, c'est-tu pour prendre sa retraite, est-il tanné des locataires?
Alors, c'est d'engager une conversation sans avoir l'air trop, je dirais, trop agressif. Essayer de comprendre l'autre personne. Des fois, c'est plus d'écouter que de poser des questions. Et tu disais, Gilles, la personne peut être non flexible sur son prix. Si c'est le cas, ben, on fait un petit calcul rapide. Hein, on enlève à peu près 4 de commission qu'il devait payer, qu'il devait remettre dans le fond au courtier. 4 taxable, donc 4,75. Si on fait un chiffron, on est à 5 fait que peut-être un 5 de moins pourrait être offert par rapport au prix qu'il demandait quand il y avait un courtier. Puis encore là, on n'a pas négocié le prix. Fait que s'il demandait, je sais pas, 500 000, ben on sait qu'à 475 000, c'est pas négocié encore par rapport quand il y avait un courtier. Donc, gardez ça en tête dans votre approche. Là. Mm-hmm. JP, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus pendant qu'on fouille l'autre question? Non, il y avait Caroline qui a ressorti sa question là, pour la poser ta question. Est-ce qu'il existe un outil pour repérer dans un secteur, une ville hors Montréal, par exemple, des cisplex pour faire du farming? Caroline, de ma part, ouais, JLR va le donner. Ben, vas-y, Yvan, tu avais l'air bien parti. JLR va te donner ça dans un secteur donné, dans un code postal, dans une ville, va te donner les propriétaires de 6 logements et plus. Là, tu vas avoir toutes les adresses et tout. Donc, mais c'est comme deux choses. Parce que quand tu vas sur JLR, tu ne fais pas nécessairement du farming. Ça peut te préparer, par exemple, à faire ton farming. Fait que, tu sais, tu peux aller voir sur JLR les propriétés et là, avec les adresses, aller promener devant la propriété de façon, comment je remets ça, subtile, là, pour pas que les locataires sachent que ça peut être en vente éventuellement. Mais bref, on y va subtilement. On va voir les propriétés. Sinon, s'il va en farming pur, ben, c'est tu te promènes en voiture, en vélo, en rollerblade, peu importe, à pied, et tu regardes les propriétés qui sont 6 logements et plus. Tu vas le voir physiquement, c'est relativement facile à voir, mais tu vas peut-être te promener pas mal avant d'en trouver. Peut-être que GLR serait un premier screen pour aller plus rapidement voir ces propriétés-là. Excellent. Ensuite, il y avait Charles Dionne qui disait comment calculer le nouveau montant du loyer après optimisation. Je peux me permettre de répondre à celle-là, Charles, et je suis sûr que Gilles va pouvoir bonifier aussi, expert en location. Moi, j'aime bien le test Kijiji, en fait. Donc, d'essayer de mettre le logement à louer, même s'il n'est pas nécessairement à louer. Ça va vous donner une idée du prix là, que vous pourriez louer le bâtiment. Donc, vous faites en guillemets, des fausses annonces sur Kijiji. Et là, vous récoltez en même temps les noms. Donc, les gens appellent, disent, bon, ben non, le logement est loué actuellement, mais on pourrait prendre votre nom si jamais il y a un loyer futur qui se libère. Donc, vous pourriez toujours appeler dans le cas que le loyer se libère. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément, quand vous voulez faire des rénovations, puis c'est un excellent truc qu'on vous donne ce midi, quand vous voulez faire des rénovations aussi, vous allez sur Google, là, il y a une recherche d'images et vous tapez cuisine, appartement. Et là, vous allez avoir un paquet d'images de cuisine d'appartements différentes et essayez de monter l'appartement dans lequel à peu près la rénovation que vous aimeriez faire dans l'appartement. Donc, la cuisine, un certain standard de cuisine, vous prenez ça. La salle de bain, elle se ressemble. On irait à peu près chercher ce standard de rénovation-là. Et là, vous bâtissez carrément un logement fictif basé de différentes images sur Google et vous affichez ça sur Kijiji et vous écoutez. Donc, vous pourriez très bien faire le test, le logement actuel sans rénovation, le logement avec des rénovations standards ou le logement avec des rénovations poussées, donc les rénovations avancées, et tout de suite, vous allez avoir le feeling. Le marché va vous le dire si vous êtes au bon prix ou si vous n'êtes pas au bon prix. Donc, c'est l'étude de marché la plus précise que vous ne pouvez pas faire pour savoir savoir combien on loue un appartement, après la rénovation. Donc, c'est le petit truc qu'on donne justement dans la formation qu'on va faire tirer aujourd'hui pour l'optimisation. Voilà. Merci, JP. Donc, les gens n'ont pas besoin de lire la page 212 à 214. Je voudrais ça, ils viennent d'y répondre. Ouais. Quand même, déjà, 12h45, on se dirige vers la fin de ce lunch immobilier bientôt. Donc, on vous invite à vous dégeler pour poser des questions parce que ça l'achève. Quoique, quand même, il y en a eu pas mal ce midi. On y va avec quoi, JP? Il y avait... je vais essayer de lire en même temps. Okay. Marc-André, bonjour. Comme les gens peuvent être sensibles en raison du contexte, avez-vous des conseils pour approcher les avis de transmission? Je ne suis pas sûr tout à fait de comprendre, mais dans le sens, c'est sûr que si tu veux les approcher physiquement,
Là, c'est un petit peu plus touché dans le contexte. Quoique, si tu gardes tes distances avec ton masque, je pense que ça devrait bien aller. Déclaration de transmission, il faut comprendre que c'est le document qui permet le legs aux héritiers. Donc, c'est des successions, comme nous appelé des successions. Tu peux y aller en envoyant des lettres. Tu peux essayer de trouver leur numéro de téléphone et les appeler. Tu peux aller les rencontrer en personne, évidemment, si les héritiers sont pas trop loin de chez toi, parce que des fois, ils sont loin. Là. Tu sais, la maison du défunt est à Anjou, puis les héritiers sont rendus à Chicoutimi, puis l'autre est à Ottawa, puis l'autre est à Sherbrooke. Fait que ça peut être un petit peu tough d'aller les rencontrer. Ça fait pas mal de voyagements. Sinon, par la poste, comme je l'ai dit tantôt. Je peux permettre une petite blague là-dessus. Marc-André, c'est sûrement un petit lapsus, là, mais tu as écrit avis de transmission. Donc, c'est un mélange entre avis de 60 jours et déclaration de transmission. Donc, c'est comme on ne sait pas lequel. C'est-tu un retard de paiement ou un décès, ou c'est une personne qui est décédée qui n'a pas payé. Donc, juste savoir lequel des deux. Donc, avis de 60 jours, c'est quand on a un retard de paiement sur notre hypothèque, sur le créancier, et déclaration de transmission, c'est quand il y a un décès. Là. Donc, là, il y a un joyeux mix des deux, là, Marc-André. Donc, personne décédée qui a payé en retard. Donc, on peut dire ça. On peut voir lequel que je préfère dans les deux. Hein? Oui, Yvan qui prospecte dans les salons funéraires, ce qu'on dit. Le focus est plus dans les transmissions que dans les avis de 60 jours. Oui, surtout dans le multilogement. Il faudrait comprendre que les avis de 60 jours, les gens ne sont pas dans une super phase de leur vie. Hein. Ils ont reçu un avis du créancier, puis c'est pas comme yes sir, Gilles, viens prendre un café, je suis content que tu sois là. Les gens sont en divorce, en maladie, en dépression, en perte d'emploi. Fait que l'énergie est comme moins agréable que les transmissions, parce que les gens héritent d'un immeuble souvent qui est libre de dette, puis que là, ils veulent le cash. Fait que, mettons que la dynamique est différente dans les deux cas. Et en passant, on faisait une blague sur le salon funéraire, là, mais les déclarations de transmission, ils arrivent 3 à 9 mois après le décès. Là. Donc, c'était une blague. N'allez pas dans les salons funéraires. Là, juste pour le dire, faites pas ça. C'est pas une bonne place pour prospecter. Là. OK. Donc, voilà. Les points sur les i là, sont mis. Voilà. Donc, hey, je lancerai un dernier ultimatum, justement, pour préparer notre tirage. Dernière minute pour partager. Donc, à S50, Sandra, tu es derrière la régie. Donc, à S50, on coupe les partages. Donc, c'est votre dernière minute si jamais vous voulez le faire. N'oubliez pas de nous écrire un petit commentaire. Puis après ça, on va faire le tirage. On va prendre une dernière question probablement, puis on va faire le tirage. Voilà. Donc, Yvan, est-ce que tu avais une question en tête? Oui. Hussein, qu'est-ce que vous pensez sur l'hypothèque remise en argent de 5 %? Donc, il faut comprendre que la remise en argent, c'est que le créancier vous remet un montant un pourcentage du montant prêté. Exemple, vous empruntez, je ne sais pas, 500 000 $, les banques vont remettre entre 2 et 7 % du 500 000 en question, donc entre 10 000 et 35 000. Et évidemment, ils ne font pas de cadeau, les banques. En échange, ils vont augmenter le taux d'intérêt sur l'emprunt et vos paiements seront plus élevés, évidemment. Vous allez recevoir peut-être 35 000 2-3 jours après avoir passé chez le notaire. Donc, c'est excellent. Si on est discipliné à bien utiliser le 35 000 en question, si on s'en va au casino, mauvais move. Si on veut faire un flip, on oublie ça, c'est pas bon comme stratégie. Pour un immeuble à long terme, qu'on sait qu'on va garder à long terme, ça peut être une belle façon de faire. On vous invite à aller sur ratehub.ca, donc ratehub.ca. Vous allez voir, dans le fond, la liste des banques qui font des remises en espèces. Donc, en résumé, tu gardes à long terme, ça peut être bon. Fais tes calculs, par exemple, et assure-toi d'utiliser à bon escient l'argent qu'ils vont te remettre. Voilà. Parfait. Excellent. Donc, je demande à Sandra si elle est capable, là, en attendant peut-être la dernière question, juste de nous donner les deux noms. Question pour Gilles de Richard Potvin. Quelle forme juridique privilégiez-vous pour l'acquisition de plusieurs plex, plus de 5 et plus de 6 logements? Donc, les 5 et 6 et plus, là, tu irais avec quelle forme juridique? Bien, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Moi, tous les immeubles que j'ai eus, c'était tout au personnel. J'ai jamais eu besoin d'incorporer. C'est sûr que j'étais pas avec d'autres partenaires. Il n'y avait pas de raison fiscale, il n'y avait pas d'avantage fiscal à être incorporé non plus. Puis, tu sais, j'ai vraiment essayé de sous-peser. C'est sûr que ça m'aurait donné une protection supplémentaire dans le cas de problèmes, qu'il aurait pu avoir des poursuites ou des choses du genre.
Mais par contre, tu sais, j'ai pas de descendants non plus, pas de famille à protéger. Donc, quand il y avait juste moi là-dedans avec mon ex-conjoint, donc il n'y avait pas rien qui nous incitait à une incorporation. Mais pour d'autres, si tu as déjà une entreprise, c'est une famille, des enfants, c'est à ce moment-là, ben, il faut voir, je pense, avec un fiscaliste ou un bon notaire qui pourra peut-être te guider à savoir laquelle des... Parce que c'est personnel à chacun, je pense. Ça dépend vraiment de ta situation financière, puis ta situation familiale. Et c'est à voir. Mais tu sais, au niveau d'impact fiscal, il n'y a pas grande différence. Là. Il n'y a pas vraiment d'avantage à ce que j'en sache. Là. Il y a peut-être à certains endroits de certains petits avantages, là, mais par contre, ça complexifie d'un autre côté. Tout devient un peu plus compliqué quand tu es incorporé parce que bon, les procès-verbaux, les livres de la compagnie, les rapports à faire, les rapports d'impôts coûtent plus cher à faire aussi. C'est un peu plus complexe. Ça dépend de ta situation aussi. Hey Gilles, je ne sais pas s'il y a encore des travaux chez toi. Ouais, j'entends du bruit en haut, là, il vient de partir ça. Là. OK, peut-être couper ton son pour l'instant. On va se diriger vers la fin. Puis quand on fera le petit mot de la fin, tu pourras l'ouvrir en espérant que c'est juste le peintre aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Là. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à sabler ou quoi. Là. JP, tu mettras ça dans les bloopers. C'est un midi de bloopers aujourd'hui. Ouais. J'aimerais quand même lire le commentaire de Brian. C'est intéressant pour motiver les gens. Tu sais, c'est le fun ce qu'il raconte. Il dit qu'il a acquis depuis 2015, donc depuis 5 ans, une dizaine d'immeubles quand même, de 3 à 5 logements pour un total de 40 portes. Bravo. C'est le fun de voir que tu es actif et que tu es quand même avec nous pour apprendre d'autres choses. Aucun immeuble était à vendre et le tout avec un potentiel incroyable. Donc, c'est bien aussi. Tu étais hors marché. Bravo. Avec un beau potentiel et tout a été optimisé et refinancé. Merveilleux. Et il se demande s'il se lance dans les plus gros immeubles ou il devrait continuer avec des petits immeubles. Il est bien positionné pour faire les deux stratégies. JP, terminé. Dernière question qu'on répond. Ouais, dernière question. En fait, j'étais concentré sur Sandra qui vient de se connecter en ligne pour le tirage. Donc, moi, deux volets à ta question, Brian. Si tu es à l'aise à continuer là-dedans, ça va bien, tu pourrais peut-être continuer, tu performes très bien là-dedans. Mais c'est sûr que si tu veux expansionner plus vite, avec des 3 puis des 5, à un moment donné, ça fait beaucoup de portes. Tu sais, comme, je sais comment tu avais de logement, comment tu avais dit, une dizaine d'immeubles, à un moment donné, ça fait comme, je sais pas si ils sont tous dans le même coin, mais ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup de toitures, beaucoup de choses à gérer. C'est sûr que ça va simplifier ta gestion si tu y vas dans du plus gros. Peut-être te débarrasser de quelques immeubles là-dedans qui sont moins intéressants, qui ont moins de potentiel, où ce que le jus était tout été sorti des immeubles, pour aller acheter des plus gros avec des plus gros volumes. Avec plus de volume, donc des fois une meilleure rentabilité. Fait que ça serait le point que je t'apporterais là-dessus. Je ne sais pas si Gilles, tu veux compléter pour terminer cette dernière question. Toi qui as acheté des 32, des 24, tu sais. JP, le son. Oui, merci. J'allais viser le peintre en haut d'arrêter. Oui, c'est ça, on a fini le peintre. Je l'ai juste servi en attendant du peintre. Voilà, le retour. C'est sûr, moi, j'ai toujours préféré avoir du gros immeuble. Je trouve que c'est plus facile au niveau de la gestion. C'est très personnel. Mais tu as tout au même endroit. Tu peux avoir des concierges qui sont sur place, qui vont t'enlever. Parce que, tu sais, ça va te permettre d'avoir plus de croissance. C'est de la croissance que tu cherches. C'est certain que c'est plus facile dans les gros immeubles en ayant des concierges qui vont faire peut-être 80% de ton travail, là, qui va être la relation avec les locataires, qui vont faire le ménage, qui vont assurer la sécurité des lieux, etc. Puis tu as juste, tu sais, si tu as juste un immeuble à entretenir, tu n'as pas à courir partout à travers la ville pour entretenir ton parc immobilier. C'est sûr, si ton objectif, c'est la croissance, moi, je trouve que c'est plus facile avec de gros immeubles. Puis le fait aussi qu'il y a quand même moins de joueurs parce que ça prend plus de capital pour acheter des immeubles plus gros. Donc, il y a une partie des investisseurs qui n'ont pas le capital nécessaire pour acheter les plus gros immeubles. Donc, il y a un avantage là. De la surenchère dans les gros immeubles, comme on voit dans les plus petits, c'est plus rare. Là. Donc, c'est un autre marché. Par contre, tu vas te rendre compte que la qualité de clientèle n'est pas nécessairement la même. Parce que dans les plus petits immeubles, les gens se sentent un peu
plus chez eux, sont généralement un peu plus fidèles. Dans les plus gros immeubles, bon, mais le propriétaire est riche, je n'ai pas besoin de faire attention, je peux me sauver à nuit sans payer. C'est un autre type de clientèle, à voir si tu es à l'aise avec ce type de clientèle-là. Oui, c'est vrai, Gilles, qu'il y a moins de joueurs. Bon, Sandra. C'est vrai qu'il y a moins de joueurs il y a moins de joueurs dans les plus gros immeubles parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement le cash. Et si jamais c'est votre cas, ben, je vous invite à appeler Gilles pour avoir le cash parce que Gilles est prêteur privé. Il pourrait vous financer ça ou vous prêter de l'argent ou embarquer peut-être comme partenaire selon certaines stratégies. Là. Vous allez voir, on enseigne des stratégies là, au club là, avec des prêteurs privés qui deviennent comme associés dans la transaction et qui mettent la mise de fonds. On va tous expliquer ça en cours de route. Donc, on pourrait procéder au tirage. On entend du bruit en double. Mais quelqu'un, je pense, Sandra, tu as un double micro. Là, j'ai fermé mon Facebook, là, pourtant. C'est fermé. C'est réglé. C'est correct? OK. Bon, bien ici, j'ai un petit bol avec tous les noms des partages. On a eu quand même 42 partages. Bravo pour la participation. Fait qu'on tire 2 noms. C'est ça? 2 noms. Un pour le livre et un. Alors ici, on a Christopher Morin. Bravo, Christopher. Christopher gagne le livre. Le livre. Puis on a ici Nancy Réaume. Nancy Réaume, la formation. Donc, contactez-nous via le club. Contactez-nous via le. Ouais, bravo, exact. Contactez-nous directement dans le club. Donc, envoyez-nous un petit message via la page. Là, où est-ce qu'il y a un moyen de communication préféré, Sandra, pour les gagnants? Peut-être juste, envoyer un petit message en Messenger au club. Parfait. Merci, Sandra. Parfait. Bye. Ouais, merci, Sandra. En terminant, 2 petits points dans le chat avant de faire le petit mot de la fin. Là, il y a Houssen qui dit s'il paie le coaching d'un seul versement, est-ce que le nouveau livre sera inclus? Ben, on ne va pas te l'inclure. On a un package là, que quand les gens payent le coaching d'un coup, on leur offre tous les livres qui ont été écrits par le club avec des bonus, de laisser passer du certificat cadeau, donc une valeur plus de 1 000 $. Fait que oui, on va l'inclure dans le package là, quand tu fais ton paiement one shot. Ensuite, il y avait Valérie. Est-ce que les soirées vont recommencer? On le souhaite. On aurait peut-être pu le faire là, le 8 septembre, mais à cause du contexte dans notre conscience sociale, on a jugé bon avec JP de passer un mois de plus. On va voir comment ça se passe. Là. Les retours des vacances, c'est effectué. On va voir si les cas augmentent et tout ça. On est prudent, disons. Okay. Ça aurait pu se faire, là, mais on va attendre. Donc, surveiller les annonces pour voir si en octobre, ce sera en personne. Donc, félicitations aux gagnants, effectivement. OK. Donc, un petit mot de la fin pour notre invité, Gilles? Ben, prospecter. Prospecter puis acheter. Faites des offres. Faites des offres d'achat. Moi, acheter un immeuble, ça a toujours été au moins une trentaine d'offres d'achat. À analyser peut-être 100, 150. Faire au moins 30 offres d'achat pour réussir à en acheter un. Donc, c'est en faisant des offres d'achat qu'on sait à quoi s'en tenir là. C'est le conseil que je vous donnerai aujourd'hui. JP, bonifié là-dessus. Parfait. Ben, merci Gilles d'avoir été avec nous, premièrement. Disons que ça a été un drôle de midi avec quelques bloopers, mais j'espère que vous avez apprécié le contenu. Puis, comme j'ai dit, le 8 septembre, on le répète, lancement du livre. Donc, on va être content de vous avoir là. Mise en marché, pas mise en marché, mais plutôt revue du marché de l'été. Là. Comment ça s'est passé post-COVID ou dans le COVID, comment ça s'est passé avec les loyers, le marché immobilier. Plus dans le livre. Donc, on va aller chercher quelques petits secrets d'optimisation aussi là. Donc, ça va être une soirée fort intéressante en ligne dans le confort de votre maison. Donc, sur ce, merci de vous avoir, merci Gilles d'avoir été là. Et encore une fois, toujours un plaisir de te revoir à chaque lundi, Yvan. Donc, voilà. Excellent. Merci à vous deux de votre temps et fort apprécié. Qu'est-ce qui s'en vient au club rapidement? On a une formation là, de Mastermind, c'est tout nouveau, qui a lieu le 3 septembre à Québec et le 14 octobre à Montréal. Donc, comment créer un Mastermind? Qui qu'on choisit? Quelle forme va avoir la Mastermind? On a Isabelle Boyer, qui est très, très active en Mastermind. Je pense qu'elle a comme 4-5 Mastermind en parallèle. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle en a depuis longtemps.
Et elle est très dynamique, vous allez voir là, dans la formation, hyper intéressant. J'ai hâte de revoir ça. Ensuite, on a aussi des coachings qui débutent le 12 septembre. C'est complet là, pour les samedis. On part une nouvelle cohorte à partir du 30 octobre, les vendredis. Donc, elle vient aux intéressés. On a un fast track qui débute le 12 septembre prochain. Donc, en ligne, une formation. Dans le fond, c'est 5 formations qui sont en ligne. On donne ça dans la province de Québec au complet. Et si les gens, par la suite, décident d'embarquer dans le coaching, on pourra leur créditer le fast track. Donc, une façon d'aller plus rapidement droit au but pour ceux qui sont pressés. Ensuite, je crois que c'est tout pour les activités du club. Ne manquez pas le 14 septembre prochain, un live qu'on va faire avec M. Lépine et la compagnie 2030 sur la tokenisation des actifs. Donc, on va tout expliquer ça en détail. Ça ne peut pas manquer. Ça va être évidemment sur Facebook à 19h le 14 septembre. On va annoncer ça sous peu officiellement. Donc, ceux qui sont dans le live l'ont avant les autres. On a l'information avant les autres. Donc, merci à tous. Bonne semaine. On est content d'avoir débuté la semaine avec vous. On espère que vous avez apprécié, que vous allez être de retour au prochain live. Je ne crois pas qu'on va en faire lundi de la longue fin de semaine là, du travail. Donc, ça va nous mener, je crois, au 14 septembre. Donc, lundi midi, le 14 septembre. Donc, merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite une bonne semaine immobilière. À bientôt.